Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur l'étude de l'histoire de l'hypnose anglo-saxonne au travers de l'ouvrage Through the Looking Glass de Roy Hunter. Je vous reprends quelques éléments que j'ai bien appréciés dans le dit ouvrage et je vous invite bien sûr à le lire. Je crois qu'il est simplement disponible sur le site même de Roy Hunter. Alors, Arons continua son travail. Donc Arons, vous savez certainement qui c'est. Si vous êtes plutôt d'obédience hypnose directe, c'est celui qui a pris, ou en tout cas proposé des niveaux de profondeur. Bien sûr, c'est qu'une échelle parmi une autre. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus juste que les autres, mais nous, issus de la NGH, et vous allez voir la NGH et l'association qui s'appelait l'AAEH qui a créé Arons, ont été en guerre jusqu'aux années 70 ou 80, je ne sais plus trop. Et en l'occurrence, Arons, c'était vraiment quelqu'un qui a beaucoup fait pour l'hypnose. Donc, il continua son travail et il finit par rencontrer Rexford North. Donc, Rexford North, c'est le fondateur de la NGH. North, d'ailleurs, était sourd. C'est assez intéressant de voir qu'il y avait des hypnos sourds qui ont été peut-être des personnes particulièrement douées dans la méthode. On pourrait se dire, tiens, il y a un handicap et on ne serait pas forcément bon, ce qui n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, ça peut être intéressant vraiment de cogiter sur cette notion handi-hypnosis, à se dire comment intégrer un handicap, peut-être verbal, paraverbal, donc auditif ou autre, dans la pratique de l'hypnose et ou dans la pratique de l'auto-hypnose, que ce soit en opérateur et ou en consultant. North a abordé plus loin dans ce chapitre banquet, Arons apporta une contribution précoce significative à l'utilisation de l'hypnose pour l'accouchement en 1951. Même s'il collabora à plusieurs reprises, sa femme le persuada finalement de fonder son propre organisme. C'est ainsi qu'en 1956, Arons fonda The Association to Advance Ethical Hypnosis. Vous avez vu le titre, je trouvais intéressant. C'est l'association vers une hypnose avancée éthique. La notion éthique qui est mise dedans montre déjà que dans les années 50, on avait cette sensation que l'hypnose pouvait être non éthique et que, justement, et ça a été un des gros boulots d'Arons, c'était de se couper le maximum du côté artistique, lay hypnotiste, et il a été d'ailleurs quelqu'un qui a beaucoup combattu, alors que lui-même, alors il faudrait que je revoie sa biographie, mais n'était pas issu du médical. Arons, au bout d'un moment, a cherché à séduire le monde médical et de ce fait, comme ça, être très critique des modèles non médicaux. Et vous allez voir, je crois que c'est dans ce chapitre-là, il y a des éléments qui sont très intéressants. Donc il a enregistré dans l'état du New Jersey en tant qu'organisme à but non lucratif. La nouvelle AAEH dépassa rapidement la NGH. Ça, c'est intéressant. Je pense que peu de personnes, bon, la NGH n'est pas forcément super connue en France. On dit aujourd'hui que c'est certainement un des organismes les plus importants en hypnose. Mais justement, parce qu'à un moment, il y a une fusion avec la AAEH, on se rend compte que il y avait vraiment des guerres d'organismes déjà à l'époque. Là, on parle des années 50, à savoir que Arons, il l'a créé en 56, la NGH, les dates c'est 50-51. Donc c'était vraiment deux organismes qui pouvaient se faire la guerre. Et comme je vous ai dit sur la vidéo précédente, Milton, il a réussi à faire valider à la AMA l'hypnose médicale en 58. Donc vous voyez que cette période 50-60, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de créations, il y a beaucoup de recherches. Bon, on en reparlera plus tard, mais il y avait déjà des accouchements sous hypnose. Il suffit de prendre Kruger. Kruger, un des plus grands hypnotistes qu'on ait pu avoir du médical et qui a fait énormément d'expériences et énormément de cliniques. On avait des gens assez géniaux à cette période-là. Car Arons avait un don pour la promotion et se concentra sur l'enseignement et l'adhésion de professionnels de santé agréés. Ça a été son grand point fort.
il a visé l'hypnose médicale. Donc c'est l'hypnose non médicale qui visait de l'hypnose médicale pour devenir de l'hypnose médicale. Comme l'AEH avait peu de concurrence, elle prit d'assaut le marché. Alors que les hypnotiseurs de scène et les amateurs composaient plus de 90% des membres de la NGH, l'AEH s'adressait aux personnes utilisant l'hypnose dans le cadre professionnel pour aider les gens. Donc c'était pas que le médical, mais c'était aussi, on va dire, les consultants hypnosistes et hypnotistes à ce moment-là. Il a établi un code éthique excessivement strict, et c'est un peu ça qui a été critiqué avec les années. C'est cette espèce de rigidité de son code, de comment t'intégrer à cet organisme, etc. Et c'est là où on va tous avoir un problème. Bien sûr que ces questions, on se les pose encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut demander comme prérequis? Est-ce que ces prérequis, ils peuvent être assouplis par rapport à l'expérience de certaines personnes? Comment ça se passe? Où? Pourquoi? Etc. C'est hyper compliqué et on voit que 70 ans plus tard, on a exactement le même questionnement. Donc, qui interdisait à ses membres de faciliter les régressions hypnotiques vers les vies antérieures. Et ça va créer une tension avec Bernstein. Ça me reviendra. Qui, lui, a été quasiment l'un des fondateurs de l'hypnose prénatale, ce qu'on appelait hypnose en régression vie antérieure ultérieurement. Et exigeait même une recommandation médicale pour aider quelqu'un d'arrêter de fumer. Donc vous voyez, il avait vraiment un point hyper carré. Après, je pense que ça se discute pas forcément. C'est bien de pouvoir mettre un cadre qui est clair pour savoir comment les membres sont recrutés, comment les membres doivent travailler. Bien sûr, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais l'idée, je pense, à ces périodes-là, c'était vraiment de faire des organismes qui peuvent être reconnus, qui peuvent être du coup marketés et vendus comme service ou en complément. Moi, je pense vraiment que nous, aujourd'hui, en 2025, c'est compléter le médical, le monde médical et vraiment avoir un service qui correspond à ce supplément qu'on peut proposer. De plus, il exigeait d'un membre qu'il s'appelle hypnotechnicien ou consultant en hypnose, donc hypnosis consultant. Mais c'était tout. Donc hypnotechnicien, c'est un mot qui lui a été reproché ultérieurement parce que beaucoup disaient qu'il ne mettait pas en avant la notion d'hypnotiste, d'hypnotiseur, mais qui jouait avec la sémantique. Aujourd'hui, on a la même notion, on n'a pas le droit d'être hypnothérapeute, hormis si on a un master en psycho. Et le mot qui a été choisi, c'est hypnopraticien, qui peut-être un jour va sauter, et du coup on pourra prendre hypnotechnicien, plein de choses. De toute façon, la problématique de la sémantique, de comment on s'appelle, a beaucoup d'importance, parce que c'est aussi la reconnaissance de la discipline en tant que telle, mais après, il faut toujours se plier au droit pour ne pas créer de problèmes et pas avoir de galères, notamment avec le monde médical. Arons tenait à impressionner la communauté médicale. C'est pourquoi le premier président de l'AEH a été Dr Taylor, un médecin de Glen Ridge dans le New Jersey. La certification avec l'AEH était le résultat d'un long processus de préparation. Là aussi, c'est intéressant, même si on n'y adhère pas et qu'on peut se dire c'est un peu abusé. On voit qu'il y a une vraie recherche chez Arons à ce niveau-là, exigeant une année de psychologie universitaire. C'est pas con, c'est vraiment pas con. De nombreuses heures de supervision. Là aussi, c'est pas con. La réussite d'un examen oral qui comprenait une section de démonstration, une étude de cas, ce qui semble complètement cohérent quand on voit qu'aujourd'hui, à la limite, on peut acheter ces certificats, bien sûr, mais que parfois, il n'y a même pas d'épreuves pratiques réelles ou avec des personnes qui sont déjà préconditionnées parce qu'ils ont passé X temps de stage avec l'apprenant, ce qui peut poser problème sur la qualité réelle par rapport à un cas inconnu. Ce qu'avant on appelait les cabinets ouverts, des personnes qu'on ne connaît pas et qui viennent travailler sur leurs problématiques. Là, c'est pas le cas parce que c'est toujours avec des personnes qui ont étudié avec les apprenants. De nombreux professionnels de l'hypnose estimaient que l'AEH était trop conservatrice, mais ils ont maintenu leurs exigences d'adhésion rigoureuses tout au long du XXe siècle. La liste des présidents de l'AEH, au fil des ans, contient de nombreux médecins, etc. Néanmoins, malgré leurs exigences strictes, dès 1957, il existait une section en Californie. Okay. L'AEH a tenu la première convention en 1956.
Ça c'est fou, hein. C'était même avant la NGH, je crois. On pense que ce fut la première convention sur l'hypnose dans l'histoire moderne avec 150 participants. À date inconnue. Voilà, donc intéressant, hein, Aaron, c'est pas que l'échelle de Aaron, c'est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup et qui avait une idée derrière, qui avait un projet, une vision, qui n'est pas arrivé à terme dans les années 80, mais au moins pendant les 10-20 premières années de l'AEH, il y a eu de belles choses, ou en tout cas une bonne recherche, et c'est des éléments que nous on peut reprendre à réfléchir aujourd'hui dans le constat qu'on a en France, Belgique, Luxembourg, etc. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.